Donc la CJF, c'est une association qui a été créée en 2009, qui a pour but en fait de regrouper tous ceux qui sont intéressés par la culture chinoise et aussi les personnes d'origine chinoise, pour qu'ils se retrouvent et qui partagent des moments. Donc en fait, on organise selon plusieurs pôles. On a un pôle networking qui essaie de créer des événements après le travail. On a un pôle gastronomie qui essaie de favoriser la découverte de la gastronomie chinoise. Un pôle éducation, nous, où Yann va vous parler un peu plus, qui essaie de sensibiliser à des sujets. Et voilà, donc c'est un peu court, mais on est content d'être là. Pour parler un peu plus de notre pôle éducation et prévention, nous on est 8 bénévoles. Notre chef d'équipe c'est Sylvie. L'objectif c'est de sensibiliser, lutter contre le racisme anti-asiatique auprès du plus grand nombre. Et maintenant, je vais demander à nos intervenants de se présenter. Bonsoir, moi je m'appelle Boulemsouk Zafefan, je suis artiste, je suis autrice, réalisatrice, photographe et peintre. Et je représente là, j'ai été invitée par l'association SLAC-CGM dont je fais partie des 8 photographes qui a fait partie du projet As-Identité. Je en parlerai plus tard. Daniel Tran, président d'honneur de la JCF, président de septembre 2017 à août 2019, un mandat dure 2 ans, et aujourd'hui conseiller d'arrondissement à la mairie du 13e, délégué aux relations internationales, au jumelage et à la lutte contre les discriminations. Oui, bonsoir, Soklam, donc je suis d'origine Sine-Goumer, avocat au barreau de Paris depuis 2003. Et je suis également président d'associations, conseiller juridique de quelques associations, donc la JCF. Et pour l'instant, voilà. Pour commencer le sujet, on va essayer de recontextualiser un peu. Est-ce que chacun de vous, l'un après l'autre, vous pouvez nous commencer par nous parler par une expérience qui vous a marqué sur le sujet de la lutte contre le racisme anti-asiatique? Je pense que l'événement qui m'avait le plus marqué, moi, c'était la grande manifestation du 4 septembre 2016, suite au décès du meurtre de Zhang Xiaoling en août. C'était la première fois que je voyais autant d'Asiatiques dans les rues pour manifester pour des revendications. Je suis quelqu'un qui manifeste beaucoup, j'ai fait beaucoup de manifestations depuis que je suis très jeune. J'ai commencé, j'étais en primaire. J'en ai beaucoup fait quand j'étais au lycée, donc je suis beaucoup sur le terrain. Et c'est vrai que c'est l'une des rares fois où je voyais autant de personnes asiatiques qui avaient justement, qui usent de ce droit des citoyens. Donc c'était vraiment un très grand événement pour moi de voir autant de personnes qui me ressemblaient et de voir. Et c'est vrai qu'en parallèle, il y avait très peu de gens en dehors de notre communauté. J'ai eu quelques amis journalistes qui étaient là, qui couvraient l'événement, mais ça restait un événement finalement, du coup, qui n'est pas communautaire, mais qui aurait pu être perçu comme communautaire. Moi, je vais vous parler plutôt d'un fait qui s'est déroulé entre janvier et mai 2019, où plusieurs dizaines de femmes asiatiques se sont fait agresser parce qu'on voulait leur voler justement leur 5 à 1 téléphone portable dans le 94, entre Porte de Choisy, qui est dans le 13e, jusqu'à Choisy-le-Roi. Et à l'époque, il y avait un bus qui s'appelait le 183. Maintenant, ça a été remplacé par un tram. Et il y a énormément de femmes asiatiques qui se sont fait agresser à cause de plusieurs stéréotypes. Des stéréotypes sur le physique, sur le comportement, sur la culture, sur la langue, sur le fait qu'elles ne vont pas porter plainte derrière. Et avec la JCF, j'étais président, et on a beaucoup travaillé avec Soklam. On est parti rencontrer les victimes, on a fait un appel aussi aux victimes pour qu'elles puissent porter plainte, on les a accompagnés jusqu'au bout, et on a gagné le procès. Et derrière, c'est parti même en appel, et derrière, il y a plusieurs prévenus qui ont été condamnés jusqu'à 7 ans de prison, il me semble. Donc c'était une grande victoire aussi, et c'était la deuxième ou troisième décision de justice qui ont marqué le racisme anti-asiatique. Parce qu'avant, on parlait de racisme, mais sur le racisme anti-asiatique, ça a commencé avec Zhang Xiaoling en 2016, et ensuite, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc des faits de jurisprudence, ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc c'était un fait qui était très important et ça mélange tous les stéréotypes qu'on pouvait voir sur la communauté. Alors moi c'est pas un ou deux événements, c'est plusieurs événements si vous voulez. Bon. Maintenant ce qui s'est passé sur l'aspect judiciaire, et je remercie Daniel pour cette transition, évidemment il y avait l'événement de 2016 sur cette personne qui était, je dirais, tuée lâchement pour un paquet de cigarettes, si mes souvenirs sont bons, et ce procès des femmes asiatiques qui ont été agressées en 2019, où cette fois, je dirais, les choses se sont relativement bien passées sur le terrain policier et le terrain judiciaire, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas, car on a dû se battre
parce que dans d'autres communautés, je dirais, le caractère raciste était retenu, je dirais, de façon systématique, alors que dans la communauté asiatique, malheureusement, il fallait dire que ce qui primait dans cette agression, c'était le fait qu'ils considéraient que la personne était asiatique. Et donc il y a eu le procès de Créteil, où on sortait de la période Covid. Et là, la peine maximum, c'était 6 ans d'emprisonnement. Et la personne qui a été condamnée le plus lourdement a fait appel, le parquet également. Et donc on était devant la cour d'appel. Je reviendrai après si vous voulez, mais je vais faire synthétique, où sur le plan procédural, ça s'est très mal passé entre moi, les confrères et les juges. Hein. Et donc, l'impression de l'audience était très mauvaise. Et le résultat a fait que cette personne a été quand même condamnée plus lourdement, donc à 7 ans d'emprisonnement au lieu de 6. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres clés représentatifs du racisme anti-asiatique dans l'espace public français ces 20 dernières années? Daniel, du coup. Je sors anti-sèche. Merci ChatGPT. Il n'y a pas que ça, ouais. Alors, j'ai clairement posé la question, copier-coller à ChatGPT. Selon une enquête de l'INSEE publiée en novembre 2024, 34% des descendants d'immigrés d'origine asiatique déclarent avoir subi des discriminations, contre 26% des immigrés de première génération de même origine. Ensuite, la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, a signalé une augmentation des actes racistes envers les personnes asiatiques en 2020 liée à l'origine géographique du virus. Une étude aussi de Simon Wang, qui est une sociologue au CNRS, révèle que 30% des personnes d'origine chinoise interrogées ont subi des actes racistes depuis janvier 2020. Près de la moitié ont été accusés de contaminer les autres, et c'était lié au Covid, et plus de 60% estiment que le comportement raciste envers les personnes d'origine asiatique en a augmenté depuis mars 2020. Et ensuite, il y a des chiffres que je vais vous annoncer en avant-première. Il y a Lilian Dao qui va sortir un livre qui s'appelle Vous les Asiates, qui sortira le 19 mars prochain, édition de Noël. Et elle a fait une enquête aussi, donc il y a une partie qualitative et une partie aussi quantitative. Elle a fait une enquête auprès de 190 répondants. Elle a établi que 95% ont été victimes de discrimination ou d'un traitement défavorable au cœur de leur vie. 82% de ces personnes ont été discriminées dans la rue ou dans un espace public. 67,9% pendant les études et 51,8% pendant la pandémie. On va essayer de revenir un peu sur ce que c'est le racisme asiatique précisément et ce que c'est un peu l'espace public. Donc est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut me dire qu'est-ce que c'est une définition du racisme asiatique et qu'est-ce que serait l'espace public? Je ne sais pas s'il y a une définition propre au racisme asiatique. Hein. C'est comme dans les autres communautés, c'est le fait de se faire agresser compte tenu de notre origine ethnique, donc d'origine asiatique tout simplement. Et pourquoi on parle d'espace public, c'est-à-dire d'espace, c'est peut-être ce que je vous dis, mais c'est pas toujours évident, qui est ouvert au public. Donc soit ouvert physiquement, comme une conférence ce soir dans la rue, ou je dirais de façon virtuelle, dans un groupe d'internet, même si ce n'est pas ouvert, c'est-à-dire que seuls les membres peuvent voir les messages qu'il y a dans ce groupe. Et là, on a des précédents en jurisprudence, puisque les juges considèrent aujourd'hui, c'est pratiquement acquis, que dès l'instant qu'il y a à peu près une vingtaine de personnes qui peuvent voir les messages, même dans un groupe privé, c'est un espace public. Pourquoi c'est important? Parce que les condamnations sont plus lourdes quand on fait de la discrimination dans un espace public que dans un espace privé. Le Code pénal, article 225-1, constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Si vous pouvez nous partager les particularités liées au racisme anti-asiatique. La particularité du racisme anti-asiatique, bon, on le sait en général, on est désigné comme la minorité modèle, hein, et donc on subit des discriminations plutôt positives, hein, qui en soi est quelque part, je dirais, vicieuse dans le sens où on est la minorité modèle par rapport à qui? Quelle autre minorité?
Et c'est là le problème. C'est qu'en fait, on nous érige comme une minorité en fait, travailleuse, silencieuse, finalement docile quelque part. Des mots très gentils, mais qui finalement sont négatifs. Hein. Et on nous oppose à une autre migration quelque part, qui, elle, ne serait pas bonne. Et du coup, le racisme anti-asiatique est un racisme vicieux parce qu'on est instrumentalisé. C'est pas surprenant quelque part aussi que d'un côté, on va dire que les Blancs nous aiment pas, mais peut-être que les autres communautés ne nous aiment pas non plus. Et c'est là où nous, on se retrouve en tampon dans une sorte de jeu un peu vicieux où justement, par exemple pendant le Covid, les gens qui ont fait des appels aux agressions sont des gens racisés, qui eux-mêmes sont des minorités, mais qui finalement connaissent les mêmes difficultés que les nôtres, quoi. Finalement, on a les mêmes histoires quelque part de migration, de parents, mais le fait d'être désignée comme cette fameuse minorité, qui est celle qui s'est bien intégrée, bah forcément, ça crée de l'animosité en fait, par rapport aux autres minorités. C'est ce que moi je retiens. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut en compléter. Mais c'est là, je trouve, intéressant en fait, notre problématique. Effectivement, par rapport au procès des tweets, ces messages haineux qui appelaient, suite à l'annonce du deuxième confinement, à agresser des personnes d'origine asiatique, voire des personnes qui s'intéressent à la culture asiatique, c'est-à-dire qui apprennent le chinois à la culture asiatique. Certaines associations, lorsque les résultats sont tombés dans ce procès, ont été extrêmement déçues parce que les peines n'étaient pas à la hauteur. Mais je ne m'attendais pas à des peines, je dirais, extraordinaires, mais à la condamnation de ces personnes et c'est là où c'est intéressant, c'est des personnes racisées qui se disaient eux-mêmes victimes de discrimination, et ces personnes plutôt instruites, je dirais de bonne famille, qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. Certains voulaient être magistrats, d'autres voulaient être policiers, et donc ils ne pouvaient pas se cacher, je dirais, derrière un écran. Et ce qui est, je pense, l'élément extrêmement positif, c'est que l'enquête a été extrêmement rapide. Twitter a répondu aux enquêteurs, ce qui nous a permis de trouver les personnes qui étaient les voyous qui étaient derrière. Le racisme envers les autres communautés, c'est la même chose que le racisme anti-asiatique, mais il y a des spécificités il y en a sur le physique, la culture, le comportement. Et là, je vais détailler un peu plus chaque catégorie. Sur le physique, forcément, il y a les yeux qu'on appelle des yeux bridés en général. Et les bridés, c'est un terme qui est très péjoratif. Gracile le rappelle à chaque fois. On parle plutôt de yeux en amont qui est plus positif, mais les bridés, c'est quelque chose qui n'est pas terminé. Donc même dans le vocabulaire, on sait qu'on attaque déjà le physique. Ensuite, dans le physique, il y a aussi parfois le nez aplati, la taille, les parties génitales, plus petit, plus étroit chez les femmes. Il y a aussi sur la culture, on parle de nourriture. Qu'est-ce qu'il y a dans les nems? Est-ce qu'on mange du chien? Est-ce qu'on mange du pangolin, des chauves-souris? C'est la partie culturelle. Sur la langue aussi. Ching Chong, pour ceux qui connaissent la chanson, les menottes algériennes, qui fait des millions de vues et les gens chantent dans la rue, et puis c'est totalement normal. Et donc, et pour ceux qui connaissent mandarin, on sait que c'est pas forcément. C'est pas du tout ça, tout simplement. Les habits aussi, ça fait partie de la culture. Le chapeau pointu. Tout de suite, même on se rappelle les comptines, le petit chinois, on apprend le chapeau pointu. Tout de suite comme image collée aux Chinois. Et le confucianisme aussi, le fait que les Chinois respectent toujours les aînés, les anciens, on ne peut jamais dire non, on doit préserver l'harmonie, préserver l'autre. Et dans le comportement, ça se traduit aussi par le fait qu'on est discret, tu l'as rappelé, qu'on est discret, sérieux, travailleur. Ça, c'est les côtés un peu faux positifs, on va dire. Et dans le côté aussi mauvais, le côté un peu fourbe, le côté vicieux, le côté parfois mafieux. On se rappelle aussi du péril jaune. On va en parler plus tard, je pense que ça va revenir. Et sur les agressions, on en a parlé aussi au tout début, sur le procès des femmes qui sont fait agresser en 1994. Aussi pour Jiang Zemin, c'était aussi parce qu'on pense que les Chinois ont beaucoup d'argent sur eux, sur le côté liquide. Beaucoup d'Asiatiques, et notamment la communauté chinoise. C'est les sans-papiers. Il y a ça aussi, il y a des sans-papiers, mais il y a aussi le fait qu'ils sont commerçants, les tabacs, il y a de l'argent liquide, la restauration aussi. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y a des bus de touristes chinois, les nouveaux riches qui arrivent à Paris, les Galeries Lafayette, etc. Ils payent beaucoup en liquide. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a WeChat Pay, il y a des virements, etc. Et donc, c'est resté très longtemps. Et puis, ça a mené à tous les procès et puis à tous les faits historiques qu'on a cités plus tôt.
En fait, pour revenir sur sa liste, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est l'essentialisation des communautés asiatiques. Et j'insiste bien sur le fait qu'on est des communautés et pas une communauté. Le confucianisme, par exemple, moi, ça me parle pas du tout, je suis laotienne. C'est pas dans ma culture. Donc il y a des choses comme ça, où il y a des stéréotypes qui sont plaqués sur tout un continent. Voilà, en fait, je crois qu'on a combien, 55 pays en Asie? Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que les personnes qui connaissent pas les cultures asiatiques résument en général les Asiatiques par rapport aux Chinois. Donc c'est un raccourci, c'est pas tout à fait les mêmes cultures. Et dans le procès des femmes asiatiques, évidemment, il y avait des Chinoises, mais des Cambodgiennes aussi, des Laotiennes, des Vietnamiennes. C'est important de rappeler ce contexte et définitions pour démarrer. Et maintenant, on va parler plus d'expérience des victimes, des témoins et de stratégies pour réagir aux agressions. Donc est-ce que pour ça, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple que vous avez en particulier? Par exemple, ce que vous avez déjà dit, mais peut-être un exemple précis, une situation précise qu'on pourra ensuite analyser et voir quelle stratégie on aurait pu appliquer pour les aider. On va reprendre, si vous voulez, le processus, je dirais, depuis le dépôt de plainte jusqu'au procès de ces agressions asiatiques, de femmes asiatiques. C'est vrai que dans le process, il y avait une difficulté à la base déjà de les motiver à aller au commissariat. C'était une première difficulté parce qu'on perdait facilement la demi-journée, voire la journée complète. Et à l'arrivée, on se dit, finalement, ces agresseurs, peut-être qu'on ne va pas les retrouver, puisqu'ils étaient casqués, ils opéraient sur des motos. Donc ça, c'était une première difficulté. Deuxième difficulté, lorsqu'on est victime, et ça, c'est une question de procédure pénale, de budget. Il faut savoir que lorsque vous êtes agresseur présumé, lorsque vous êtes placé en garde à vue, vous pouvez bénéficier gratuitement de l'assistance d'un avocat. Alors que si vous êtes victime, finalement vous vous débrouillez comme vous pouvez. Et si vous trouvez un interprète, par extraordinaire, eh bien l'interprète parfois n'est pas à la hauteur. Donc tout à l'heure j'ai cité les différents types de stéréotypes qu'on pouvait avoir sur les femmes, enfin sur les Asiatiques en général, et sur les femmes aussi. Et puis du coup cette agression, on les a entendues, parce que c'est vrai que je me souviens maintenant au début qu'on avait changé d'interprète, parce que j'étais aussi présent. Et on avait rencontré aussi les femmes qui étaient victimes. J'avais essayé de contacter une pour qu'elle porte plainte. Mais en fait, c'était une touriste qui était partie en Italie. Et puis même, je décroche le téléphone, je l'appelle, elle est en Italie. Mon mandarin, il est vraiment nul. C'est parce que j'ai une tête asiatique que je parle bien mandarin. Et donc j'essaie de me débrouiller comme je peux. Et puis ça se voit qu'elle n'avait pas du tout envie, qu'elle allait rentrer en Chine. Et tant pis, c'est derrière elle. Mais il y avait l'ancienne présidente de l'association, c'était Laetitia Chive, qui a réussi à contacter plusieurs femmes asiatiques et à les accompagner jusqu'au bout. Et c'est plus facile d'être une femme pour accompagner des victimes qui sont femmes déjà. Et le fait qu'elles se sont fait agresser, c'est un mélange de plein de choses. Tout à l'heure, tu parlais de sans-papiers. C'est vrai que il y a des Asiatiques qui sont sans-papiers, mais c'est pas parce qu'on est sans-papiers qu'on peut pas porter plainte. C'est pas parce qu'on porte plainte qu'on va avoir un OQTF juste derrière. En tout cas, pour le moment, touche du bois. Et le fait que les gens pensent que les Asiatiques ne portent pas plainte, c'est lié aux sans-papiers. C'est lié parce qu'elles ont des difficultés aussi à parler la langue française, parce que quand on parle le mandarin ou d'autres langues des pays d'Asie en général, tu parlais, il y avait aussi des personnes qui étaient japonaises, vietnamiennes, etc. Le français, c'est pas forcément une langue qui est facile à maîtriser, quoi. Mais c'est pour ça que l'association est là pour les encourager. Il y a aussi le fait que ce soit physiquement, tout à l'heure j'ai parlé des personnes qui sont plus petites, donc plus petit, ça veut aussi dire plus frais, plus facile à agresser. Et ensuite, le côté argent, on va essayer de cibler ces personnes-là parce que, voilà, plus facile à agresser, plus facile, et forcément peut-être moins de représailles parce qu'on ne peut pas porter plainte derrière, donc moins de recherche par la police, pas d'enquête, pas de procès, et en plus, potentiel gain maximal parce que beaucoup d'argent liquide. On voit que c'est pas le cas. Et c'est l'intersection, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais c'est le mélange de plein de stéréotypes qui font que la femme asiatique était la cible idéale d'agression pour avoir le jackpot minimal et le risque minimum. Je me rappelle une histoire de quand j'étais beaucoup plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'allais en vacances à Aulnay-sous-Bois. J'ai grandi en 91, donc super vacances en 93. Et à l'époque, il y avait déjà des agressions. Les femmes asiatiques se faisaient déjà agresser. Elles se faisaient voler leurs bijoux, on leur tirait leurs bijoux. Pareil, c'est des bandes organisées de jeunes. Hein. Et donc on voit que c'est un continuum, en fait, ce problème de croyance que les Asiatiques ont de l'argent, toujours de l'or sur eux.
et qu'on peut facilement les agresser parce qu'ils portent pas de plainte. Mais je pense qu'il y a aussi derrière une sorte de défiance de la police parce que malgré le fait que ça se sache, les pouvoirs publics ne font rien. D'ailleurs, on pourra parler des affaires des raquettes des mariages à Berlin. C'est le même continuum, c'est les mêmes raisons en fait. Et derrière, il y a toujours une escalade de violence parce que suite à ces faits de vol dans mon enfance, là, cet été-là, je n'y étais pas, mais mes sœurs m'ont appelé pour me dire il y a tonton, il est armé, il a un fusil à pompe derrière son manteau. Donc ça entraîne en fait cette défiance de la police et ce sentiment d'insécurité, ça entraîne en fait une escalade de violence. Et l'histoire de Belleville, en fait, c'est parti parce que une fois de plus, une bande de jeunes est venue racketter les mariages à cause des enveloppes rouges et quelqu'un, en fait un ancien militaire je crois, a sorti une arme et a tiré. Et l'un des agresseurs est devenu victime. Et du coup, c'était le serpent qui se mangeait la queue et du coup, la population s'est sentie délaissée par les pouvoirs publics, malgré leurs signaux d'alerte. Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a une manifestation. Donc, à un moment, à cause de du manque des pouvoirs publics et aussi de leur intérêt, ça crée ce bordel, en réalité. Moi, je sais, quand j'ai partagé le fait que je m'investissais dans cette association, il y a beaucoup de personnes qui ont remis en cause l'existence du racisme anti-asiatique. C'est important qu'on soit là pour en parler et voir que les conséquences, elles sont réelles. Et donc, en cas d'agression, on a commencé à l'aborder, mais est-ce que vous avez des conseils concrets pour les victimes d'agression, d'actes racistes? En cas d'insultes, d'injures, d'appels à la haine, de violence, évidemment, il faut pas hésiter à déposer plainte parce que sinon, votre dossier n'existe pas. Et les agressions n'existent pas, le caractère raciste n'existe pas non plus. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, toujours sur les femmes asiatiques, c'était vraiment trouver de l'aide, être entouré de l'humain. C'est pas l'IA qui va changer la chose. En parler autour de nous. De plus en plus de personnes sont conscientisées, vont pouvoir les accompagner. Parfois il faut trouver un médecin, parfois il faut trouver un avocat, parfois il faut trouver un psychologue, parfois un interprète, parfois une association. En tout cas en parler et pas être passif, quoi. Pas laisser la chose passer, parce que c'est en combattant et en étant en compagnie qu'on pourra affronter ce genre de problème et qu'il y a des procès et qu'elles pourront s'en sortir gagnant et pas gardé pour soi. Voilà. Il y a le CSA qu'on appelle aujourd'hui, il y a Pharos, il y a plusieurs systèmes, il y a Défenseurs des droits, il y a l'ARCOM, il y a plein de choses il y a plein d'outils qui existent et il faut se renseigner et il faut s'en servir. Après, ce qui est difficile, c'est comment se combattre au quotidien, parce que le racisme au quotidien, c'est pas ce qui nous mène forcément au procès à déposer plainte. C'est le quotidien qui est quand même plus compliqué. Donc on va prendre le conseil principal de Daniel qui est surtout d'en parler, peu importe vraiment qui, donc on en parle, on peut se protéger un peu nos émotions. Je sais que aussi on a pas mal de honte et de tristesse après avoir subi ça, donc c'est pas forcément individuellement facile d'en parler. C'est pour ça que la prochaine question, c'est un peu de savoir si quelqu'un est témoin ou un ami qui a été agressé, comment est-ce qu'il peut l'aider à travailler sur le sujet ou à avancer. Comment être un bon allié, si vous voulez, si on perçoit ça. Alors, comme c'est nous qui sommes les victimes dans cette histoire, on a du mal à parler. Non, en réalité, la problématique de l'allié, c'est surtout une question d'information. Et ce qui pêche en réalité de nos jours, hein, même si ça progresse, c'est qu'on a très peu de connaissances sur les communautés asiatiques, en fait, notamment dans les écoles. On est sous-représenté finalement dans tout ce qui est culturel, dans les établissements publics ou qui reçoivent du public. Donc c'est vraiment ce manque d'information qui fait que les gens ne savent pas finalement où se situe le racisme. Parce que là, tout à l'heure, je parlais du racisme au quotidien. Et c'est là où finalement, c'est ce qu'on subit tous les jours. Hein. C'est les petites réflexions, les petites blagues. Hein. Je peux comparer ça comme le sexisme. Hein. En fait, s'il n'y a pas une conscience collective, à un moment, le continuum va continuer, quoi. Bon, c'est une tautologie, mais bon. Et donc, du coup, c'est vraiment ce manque d'information et peut-être de curiosité aussi de personnes en face. Et il y a tout un travail de fond à faire sur renseigner les gens. Après, c'est épuisant, c'est fatigant de s'armer et de le faire pour pouvoir trouver des alliés. Mais après, je pense que c'est aussi aux gens qui vont nous aider de s'informer
de venir nous voir, de nous parler et d'être curieux, quoi. Parce que le travail se fait en commun, parce que c'est toujours, comme je disais, il y a une charge aussi, on appelle ça la charge raciale, c'est ce fameux charge mentale, en fait, de toujours d'éduquer les autres qui ne connaissent pas les discriminations qu'on subit. Donc du coup, voilà, pour être un vrai allié, il faudrait peut-être être curieux et d'aller peut-être au devant des questions. La question des témoins et des alliés est extrêmement intéressante, parce que moi je vois parfois le dossier final arriver au niveau de l'audience et des fois il y a vraiment des catastrophes. Je m'explique. Lorsque vous êtes témoin d'une agression physique, verbale, évidemment il faut donner vos coordonnées à la personne qui est agressée pour que les policiers puissent éventuellement vous interroger et vous demander finalement ce que vous, personnellement, vous avez vu. Et c'est extrêmement important. Ça peut, je dirais, changer le cours d'une audience. Pourquoi? Parce qu'en procédure pénale française, le doute profite à l'agresseur, au prévenu, au méchant, entre parenthèses. Je suis sur je défends aussi bien la défense que les parties civiles, c'est pas le souci. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous êtes témoin d'une agression, il ne faut pas surjouer. Il faut être objectif. C'est pas parce que vous avez deux témoignages qui vont dans le même sens, mais que à l'arrivée c'est pas cohérent, c'est pas pour ça que la personne sera condamnée. Il faut vraiment que vous décrivez ce que vous avez vu. Quand vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas le dire. Et pour parler de témoin, c'est toujours dans le terme juridique, il faut aussi constituer des preuves. Et dans les preuves, on l'a vu, vous l'avez vu aussi dans les dernières bavures policières, il y a des preuves qui ont fait complètement changer les versions de plusieurs témoignages. Témoignages d'un côté des prévenus, des témoignages aussi de la victime. Et enfin, il y a des agressions où il y a des preuves en ligne, on fait des captures d'écran, ça vaut pour preuve. Dans le métro, dans la voie publique, quand on fait agresser en journée et qu'il y a du monde autour, il y a peut-être certains qui vont sortir leur téléphone et filmer, etc. Et ces personnes-là peuvent être des alliés, même si parfois on préfère qu'ils interviennent directement pour agresser. Mais après, il faut les deux. Il faut des gens qui interviennent. Et puis, la vidéo qui a été filmée, on peut demander à la personne qui a filmé, est-ce qu'on peut partager les coordonnées? Est-ce que vous pouvez m'envoyer la vidéo? Est-ce que vous pouvez témoigner le jour J aussi à la barre? Et cette vidéo peut constituer une preuve. Et grâce à cette preuve, ça peut retourner complètement la situation. Ouais, donc en fait, peut-être interpeller les personnes qui sont allées prendre des vidéos pour leur demander. J'ai vu que le fait de filmer aussi une agression, c'est une manière de se mettre à distance. Et quand on subit une agression, ce qui peut être bien, c'est d'interpeller directement une personne. S'il y a une foule, tout le monde se décharge et se dit qu'une autre personne va intervenir. Et finalement, si on dit, voilà, vous avec la chemise, venez m'aider, quelque part, on demande plus. La personne se sent plus impliquée pour intervenir. Chaque agression est différente. Il faut vraiment. S'il y a une attaque armée, etc., parfois il faut prendre la fuite. Et parfois il faut intervenir parce que c'est des violences on sait qu'en intervenant, ça peut calmer les choses. Et parfois on risque sa vie aussi en intervenant, donc il faut vraiment évaluer la situation pour avoir le comportement proportionné. Moi, c'est vrai que dans mon utopie, j'aimerais qu'on évite les agressions et qu'on éduque les gens avant d'en arriver là. Bon, on en est loin, je suis d'accord. Mais effectivement, je ne sais pas si, par exemple, pour les violences sexuelles et sexistes, il y a des maintenant on met en place dans les entreprises, dans les organismes, des formations. Donc, ce serait bien aussi que ça soit fait dans les... Voilà, qu'il y ait des formations anti-racisme et avec des particularités pour chaque population visée, quoi. Voilà, que ça devienne peut-être obligatoire quelque part à un moment. Voilà, c'est déjà un début. Déjà de croire la personne qui te dit, qui te raconte, oui, j'ai subi ça. Parce que le nombre de personnes qui te disent, oui, mais là, tu vois le mal partout, c'est pas du racisme. Bah, ça, on l'entend tout le temps, malheureusement. On a beaucoup parlé aussi de la présentielle, mais sur le virtuel, je vais remonter à l'affaire du deuxième confinement, de l'annonce du deuxième confinement le 28 octobre 2021. Merci. 2020, sans anti-sèche. Il y en a bien sûr une. Merci LGBT, Mexique et toutes les autres marques. Pendant le discours de Macron qui annonce le deuxième confinement, donc on est le 28, il annonce confinement le lendemain à minuit. Pendant son discours, il y a eu les tweets en ligne, les 5 prévenus, qui ont fait des appels à ratonnade. J'ai pas un terme, parce que j'ai pas fait cette recherche
sur les outils IA, mais c'était vraiment... il y avait un truc sur tabasser toutes les personnes qui apprenaient le chinois de LV1, LV2. D'autres, c'est ramener un chinois dans la cage UFC, voilà, les octogones, et je vais le démonter, quelque chose comme ça, mais c'était hyper violent. Et là, on avait quelqu'un qui était, c'était le président actuel de l'UNICEF, Thomas, qui était dans le pôle communication et qui avait pris des screenshots et qui avait vu en fait les réactions de Twitter tout de suite, et des tweeters qui sont très likés, retweetés, etc. Donc il a vu ces tweets-là, il les a screenés, parce que derrière, il y a aussi un élément sur la plateforme, il y a aussi un élément sur Pharos directement, et les tweets ont été supprimés. Mais la preuve était là, et la G7 avait travaillé, ça a été remonté au bureau, à l'époque j'étais vice-président, SOC et d'anciens Sacha et Laetitia ont travaillé jusqu'à 1h du matin pour écrire un texte, juste sur Facebook, c'était juste simple, voilà, on poste les tweets en ligne, et puis attention demain, il y a appel à Arsenal pour les Asiatiques. Et ensuite ça a été repris par tous les médias. Il y a un travail de fond à faire sur les représentations de nos communautés. Et c'est là où j'ai peut-être parlé du péril jaune, j'ai peut-être l'occasion d'en parler. Le péril jaune, en fait, c'est quelque chose, c'est marrant parce que quand j'étais déjà en primaire, je crois au collège, non, je sais plus. Ça a commencé très tôt, en fait, ce mot, je l'ai connu très tôt dans mes études. Même quand j'étais enfant, je l'entendais dans la bouche de mes profs, même de mes enseignants. Le péril jaune. Et en réalité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, et on ne le sait pas, ça a commencé au début du siècle. Le 19e, avec une illustration d'un Allemand dans un journal qui représentait en fait les troupes européennes derrière l'ange Gabriel qui avait peur en fait de l'invasion des Asiatiques. Notamment en fait en 1904-1905 parce qu'il y avait la guerre du Japon contre la Russie. Et ils avaient peur d'une chose, c'est que les Japonais s'unissent avec les Chinois et que les Japonais civilisent en fait les Chinois et que en fait toutes ces hordes barbares de péril jaune envahissent l'Europe. Et malheureusement, avec l'histoire de la France, ces représentations ont continué. Voilà, donc que ce soit la migration chinoise qui est venue dans les années, en fait, pendant la Première Guerre, qui a pris une autre vague qui est venue dans la Deuxième Guerre, en fait, pour l'effort de guerre en réalité. Mais ça, après certains sont restés, et la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était du commerce. Donc là, du coup, on les a liés à l'argent. Et après, il y a la deuxième grosse vague, qui est la vague de l'Asie du Sud-Est, qui est la mienne. Et à l'époque, pareil, on est venu en masse, parce que finalement, quelque part, c'est le retour de bâton. La France a occupé pendant des siècles l'ancienne Indochine, le Laos, le Vietnam, le Cambodge. Et à un moment, on a fait le voyage inverse. Et lorsque les populations d'Asie Sud-Est sont venus notamment s'installer dans le 13e. Pourquoi ils sont venus s'installer dans le 13e? C'est parce qu'en fait, les Français de souche ne voulaient pas s'installer là-bas, parce que c'était des grandes tours, d'où les Olympiades. Et pareil, leur diplôme ne pouvait pas avoir d'équivalence, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était du commerce. Donc il y a plein de choses qu'il faudrait enseigner dans les écoles, ou même dans les films, ou dans les musées, des choses comme ça. En fait, c'est vraiment un manque très profond de culture et de curiosité. Et donc il y a vraiment un vrai travail de fond et ça manque dans les manuels scolaires. Et donc il y a des formations qui se font comme ça par des associations, par donc la G7 aussi par d'autres associations. Il y a des artistes qui sensibilisent à travers la photo, les films, les textes, la musique, plein de choses. Il y a des vidéos dessus, il y a des influenceurs, comme on dit aujourd'hui, des youtubeurs ou autres qui en parlent aussi de temps en temps. Je sais que le Rire Jaune, je pense que vous connaissez, Kevin Henry Tran, ils ont fait des vidéos dessus, Impératrice Wu, Kuzu Kuzu ou autres, ils sont assez suivis aussi, ils en parlent aussi du racisme anti-asiatique. Donc ça c'est vraiment c'est très très actuel, c'est très marqué par cette génération-là. Il y a de plus en plus de livres, le livre de Lilian Dao. Il y a eu l'année dernière, en 2025, le documentaire Je ne suis pas Shintok de Emily Tran Nguyen, qui a été diffusé sur Arte, qui a fait 1 million de vues, cumulé avec Erika, etc. Il était très très bien fait. Je fais toujours un comparatif avec les violences sexuelles et sexistes, c'est que vraiment, est-ce qu'on forme tout le temps les gens qui sont déjà oppressés, alors qu'il faut aussi éduquer les gens qui oppressent. C'était ma conclusion. Super. C'est que des outils, il en existe. Et ensuite, est-ce qu'on a la volonté ou pas de se former? C'est ça. On peut juste faire un sondage dans la salle, qui a été victime de racisme. Ouais.
Et qui est agresseur? En soi, parfois on est agresseur aussi sans le vouloir, on se rend compte plus tard, quoi. Mais il y a plein d'outils et parfois on finit le travail, on a les enfants à la maison, je sais pas, moi je ne sais pas, mais on a les enfants à la maison, on a la famille, il y a une personne qui est malade, on a plein de choses à faire, on est fatigué, on a juste envie de se poser devant un Netflix et Squid Game et hop, là on regarde, on se prend pas la tête. Pas donner de marque là. Amazon Prime et Disney+, etc. ou Apple TV. Et en fait, parfois il n'y a pas de besoin. Et ensuite, quand il y a un membre de sa famille qui se fait agresser, un proche, son compagnon ou ses enfants à l'école, on se dit merde, on est démunis. Et là, on a un besoin d'avoir ces outils-là. Et c'est peut-être à ce moment-là, certains c'est parce qu'ils ont des enfants qui vont commencer à se former, certains parce qu'un proche a été agressé, certains parce qu'ils ont rejoint l'association, ils ont été conscientisés, mais à un moment donné, ce besoin-là est venu à eux. Ouais, vous avez anticipé dans notre transition, on a parlé de victimes, témoins, des personnes qui ont des démarches proactives. Je pense que pour les agresseurs, faut que ça vienne à eux et que c'est une prise de conscience progressive. Et maintenant, on va parler plus de solutions collectives et systémiques. Alors la question c'est quelles sont les mesures que vous pensez que l'État devrait prendre? Il y a un avocat. Les pouvoirs publics. Il y a un élu. Il y a un avocat. Il y a un citoyen. Commençons par l'élu. Commençons par l'élu. L'élu laisse la parole au peuple. Tout le monde peut réagir, on est tous citoyens. C'est quoi la question du coup là? Sur les pouvoirs publics. Le pouvoir public. Faut mettre des moyens tout simplement, je pense, aux personnes concernées. Peut-être enfin avoir des experts ou des gens qui connaissent vraiment la question, mais dans leur et pas aller à chercher à chaque fois des gens qui ont étudié la question mais qui n'ont pas vécu. Je pense que c'est déjà ça, déjà retourner peut-être déjà aller chercher les bonnes personnes. Ça me paraît logique. On parle des pouvoirs publics, on parle aussi des élus, on parle aussi des outils qui sont mis en place. Je vais prendre l'exemple bête, de Jacques Toubon, je ne sais pas si tout le monde voit qui c'est. Le défenseur des droits. L'ancien défenseur des droits. Maintenant c'est L'ancien ministre. Madame Hédon. Et il était ancien ministre et il était aussi premier maire du 13e. Pendant assez longtemps d'ailleurs. Il a vu la communauté asiatique du 13e évoluer, mais c'était quelqu'un qui n'était pas du tout sensibilisé aux principes anti-asiatiques. Mais quand il est devenu défenseur des droits, il était hyper à gauche, quoi. Enfin, oui, c'est bizarre. c'était un bon défenseur des droits. Donc il y a des outils qui sont mis en place. Défenseur des droits, avant c'était la HALD. Le CSA, le Pharos, je les recite à chaque fois. J'espère que parfois c'est par la répétition que ça rentre, que les outils rentrent et les noms rentrent. Et c'est important de tous travailler ensemble. Il faut aussi sensibiliser chaque strate, quoi. Les juges, les avocats, les policiers à accueillir correctement les personnes qui ne parlent pas bien français, les professeurs, les proviseurs, enfin, la liste est longue, les médias, etc. Mais je m'arrête là. Oui, donc je vais rebondir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Je vais vous raconter simplement l'histoire du colibri, que vous connaissez peut-être, qui est un oiseau amérindien qui a peut-être la taille d'une pouce, et encore, même pas. Et donc un jour, la forêt brûle, et lui, il était le seul à essayer d'éteindre ce feu, alors que les animaux plus grands, les tigres, les éléphants, ne bougeaient pas. Et donc on lui demande, mais tu peux rien faire à toi tout seul. Il fait, mais moi je fais ma part. Si chacun fait comme moi, peut-être que ce feu va s'éteindre. Pourquoi je dis ça? Avant de demander, de dire ce que peut faire le maire, ce que peut faire le préfet, ce que peut faire le président de la République, le premier ministre, demandez-vous ce que vous pouvez faire à votre niveau. Et je pense que chacun de nous, on a un rôle à jouer. C'est à nous de communiquer, à notre préfet, à notre maire, qu'il faudrait peut-être une caméra par-ci, parce qu'il y a trop d'accidents de la route, peut-être un autre là-bas, parce qu'il y a plein d'agressions. Donc c'est à nous, je pense, à notre niveau, à notre humble niveau, de faire notre part des choses. Quel conseil vous donnerez à un jeune, aux jeunes générations asiatiques qui subissent du racisme anti-asiatique? Aux jeunes, soyez vous-même, c'est tout. C'est bien. Réalisez vos rêves, ne vous donnez pas de limites. Justement, sortez de ces biais, je sais pas, culturels, la chape de plomb qu'on vous pose. Non, on n'est pas docile, non, on n'est pas sage, non, on n'est pas forcément travailleur. On a le droit d'être ce qu'on veut, tout simplement.
Le champ des possibles est énorme. Il faut effectivement qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont. Je m'explique, aujourd'hui, j'ai rien contre tout ça, mais on est né comme nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis français, je suis un homme, je suis d'origine asiatique et ça se voit. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Donc il faut s'affirmer dans ce sens-là, répondre d'une façon intelligente et non pas par l'agression, mais expliquer les choses, peut-être. Moi, je nuance un petit peu, mais je suis globalement d'accord avec vous. Mais je suis moins fan de ce conseil, soyez vous-même. Parce que soyez vous-même, c'est... Avant, j'étais très comme ça. Hein. Mais je sais pas. Parce que, non, c'est bête. En ce moment, je suis un peu fan de Pierre Ninet. C'est tout bête. Hein. Et dans une interview, je sais pas, dans Hot Ones ou autre, en plus, il a été dans le 13e, parce qu'il était à Claude Monet, il a fait des études de théâtre là-bas, c'est pour ça qu'il est devenu le grand acteur qu'il est aujourd'hui. Mais il a dit, mais quand tu donnes ce conseil, soyez vous-même, ça se trouve, la personne, elle s'aime pas actuellement, elle s'aime pas mentalement, elle s'aime pas dans le comportement, elle s'aime pas physiquement. Et il faut que ces personnes prennent conscience qu'il faut aussi parfois travailler parfois sur son physique, travailler sur le comportement, sur une meilleure façon de parler, aller se renseigner, regarder des documentaires, se former. Et ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la volonté. Et c'est ça qui manque aujourd'hui un peu à la deuxième génération qui veut que tout soit rapide sur... Comment ? Tu fais ton grand frère. Mon grand-père. Mais oui, et c'est ça, c'est la génération qu'on appelle la génération TikTok. Et la génération TikTok, quand on regarde les vidéos, la plupart du temps qu'il y a sur TikTok, c'est pas forcément la meilleure information qu'on peut en tirer. Et donc, il faut peut-être en consommer un petit peu aussi, parce qu'il faut un peu de dopamine, il faut aussi prendre du plaisir et avoir du divertissement, mais il faut aussi prendre du temps à s'améliorer soi. Et si vous-même, vous n'êtes pas forcément bien, faites cet effort-là, et ensuite vous irez mieux. Et à ce moment-là, je pourrais vous dire, soyez vous-même. C'est pas incompatible avec ce que j'ai dit. Hein. C'est pas du tout incompatible. C'est pour ça que je parlais du nuance et pas forcément de... J'ai pas dit maintenant. Et voilà. Merci beaucoup.